Est-ce que la BCE en fait suffisamment? Aux yeux des marchés, manifestement non. Les marchés qui ont été un petit peu déçus, après pourtant de moultes annonces hier de la Banque Centrale Européenne. Bonjour John. Bonjour David. John Plassard pour la banque Mirabeau. Elle n'est pas restée les bras ballants, hein, Christine Lagarde. Quand même, dans la haute du Père Noël, de la Mère Noël, il y avait cette rallonge de 500 milliards, on ne se rend même plus compte, 500 milliards de dollars pour les montants de rachat d'actifs publics et privés, ce qui nous fait culminer sur ce plan d'achat d'urgence pandémique à 1850 milliards de dollars. L'allongement jusqu'en mars 2022, donc une extension d'un an de ce programme, la poursuite du TLTRO, ces prêts géants aux banques financés à taux négatif. Bref, gros package qui aurait dû quand même plaire au marché. Pourtant, ils n'ont pas vraiment applaudi plus que cela, bien au contraire, parce que c'est comme ça que ça marche. Ils avaient tout anticipé. Et il n'y a pas eu, il en faut toujours plus. Tout à fait, exactement. C'est-à-dire que Christine Lagarde a répondu totalement à ce que voulait le marché. Mais pas plus. Ce que vous avez dit en détail. Maintenant, ce qu'il faut voir, il y a deux choses qui ont déçu le marché. Déjà, c'est qu'elle ne propose pas plus. Vous vous souvenez que David... Oui, mais dans l'absolu, John, c'est déjà énorme ce qu'elle propose. C'est Exactement, dingue quand même, non ? Tout à fait. Puis on va revenir un peu plus en détail parce qu'on va voir que ça a des conséquences très fortes, notamment sur les obligations d'État en zone euro. Mais juste pour revenir à la décision d'hier, il y a deux choses. Il ne faut pas oublier que depuis la mi-mars, les banques centrales ont mis énormément d'argent, ont racheté des actifs d'une manière absolument folle. Je vous rappelle quand même que le bilan de la Banque Centrale Européenne a augmenté de plus de 2 000 milliards d'euros. Globalement, dans le monde, c'est 8 000 milliards d'euros qui ont été rachetés comme actifs, mais le marché en demande toujours plus. Et en plus, ce qui a déçu hier le marché, c'est un constat assez évident, c'est que la Banque Centrale Européenne, comme les autres banques centrales et les gouvernements, n'avaient pas anticipé le fait que la deuxième pandémie allait être aussi violente et allait durer aussi longtemps. Et puis l'autre chose, et je trouve très intéressant d'en parler après le PDG d'STM, l'autre chose, c'est qu'elle n'a pas été assez agressive, si je peux dire ça, concernant le niveau de l'euro qui, on l'a vu, a un impact direct face à... François Villeroy de Galhau, qui était ce matin sur BFM, nous a quand même dit, pour le coup, que la BCE regardait quand même l'euro de manière assez importante. Oui, mais alors, ce n'est pas ce qu'on a cru comprendre hier. Alors, évidemment, ce n'est pas le mandat principal de la Réserve fédérale, de la Banque centrale européenne, puisque c'est la stabilité des prix. Mais on voit quand même qu'un euro qui passe de 1,12 à 1,20 et potentiellement à 1,25 a un impact direct sur les entreprises et globalement sur la croissance européenne. Donc, on voit ici que même si ce n'est pas le mandat de la BCE, même si la BCE regarde évidemment ce niveau, avec le discours qui a été donné hier, on voit que certaines personnes se sentent un peu lâchées, si je peux dire ça, face à une évidence même, la progression de l'euro face au dollar. Ouais, la seule bonne nouvelle qui n'était pas vraiment anticipée par les marchés, la bonne surprise, c'est l'allongement d'un an de ce programme de rachat d'actifs jusqu'en mars 2022 au moins, sachant que les marchés étaient plus sur 6 mois, 9 mois et pas un an. C'est quand même une petite bonne surprise, ça. Effectivement, c'est une bonne nouvelle, mais il faut rappeler ici, pour parler vraiment de chiffres, que ce recalibrage va permettre à la Banque centrale européenne de continuer d'avaler 3,3 milliards d'euros d'obligations par jour. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les jours, la Banque centrale européenne achète des obligations d'État. Et selon les calculs de Bloomberg, à la fin de l'année prochaine, la Banque centrale européenne devrait détenir environ 43% du marché des obligations souveraines allemandes et environ 1/5 des obligations italiennes. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que dès qu'il y a ce qu'on appelle du papier, des obligations souveraines allemandes et européennes qui sont mises sur le marché, la Banque centrale achète ces obligations. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que les rendements, vous savez, on essaye de trouver des rendements dans ces situations un peu difficiles et où il y a plein de points d'interrogation, les rendements de ces obligations baissent
puisque la Banque centrale européenne, dès qu'il y a quelque chose sur le marché, achète. Et on est dans un extrême, on en a déjà parlé ensemble, David, où on voit que les obligations arrivent dans des zones négatives, parce que de toute manière, vous avez un acheteur qui est la Banque centrale européenne. Et ce matin, j'ai regardé sur Bloomberg, et si vous prenez, par exemple, le 100 ans autrichien, d'accord, c'est le gouvernement autrichien qui a mis sur le marché une obligation qui se terminera en 2120, il rapporte aujourd'hui seulement 0,37%. Oh, 40 points de base. Ça a un impact direct de ce qui est en train de se passer avec la Banque centrale européenne qui aspire littéralement les obligations d'État. Bon, ce recalibrage de ces outils conventionnels, au-delà de la réaction des marchés, est-ce que c'est de nature à soutenir le rebond de l'économie réelle ou, j'ai envie de dire, de mieux résister aux divers reconfinements en série? Alors, c'est une très bonne question. Il y a deux choses. On sait que c'est fondamentalement pas spécifiquement l'action de la Banque centrale européenne qui va redynamiser l'économie, mais c'est plutôt ce qu'elle a proposé face aux banques. C'est ce qu'on appelle le TLTRO, c'est le mécanisme de soutien au crédit bancaire qui force d'une certaine manière, en passant les taux au niveau négatif pour les banques, qui force les banques à prêter de l'argent aux consommateurs et aux entreprises. Puisqu'elles gagnent 1% à chaque fois. Exactement, mais on voit que ça ne fonctionne pas très bien, déjà parce qu'il n'y a pas énormément de demandes, et de l'autre côté surtout parce que les critères mis en place par les banques sont drastiques, parce qu'elles ont peur, ces banques, qu'il y ait par exemple des faillites qui arrivent. Et la deuxième chose, ce qu'a rappelé Christine Lagarde hier avec justesse, c'est qu'elle a dit que ce sont les gouvernements aussi, à travers les mesures de relance, qui doivent absolument mettre du leur pour faire repartir la machine. Donc je dirais que c'est pas seulement la Banque centrale européenne ou la Réserve fédérale américaine, c'est surtout l'action des banques qui prêtent et l'action des gouvernements qui lancent des projets, des mesures de réforme. Et on parle évidemment, David, de cette implémentation des 750 milliards d'euros de l'Union européenne pour relancer l'économie européenne face à la crise du coronavirus. Ouais, relancer avec un rebond, pour le coup, justement, John, qui est prévu pour 2021 de l'économie, mais qui sera moins fort que prévu. On s'en doutait, mais la BCE a mis des chiffres dessus. Ça sera un petit 4%, 3,9% de rebond au lieu de 5%. Avec un rebond pour le coup plus fort en 2022, un point de plus, mais c'est déceptif pour les marchés, même si ce n'est pas non plus une surprise. Non, c'est pas une surprise. Et ce que je disais au début, c'est que même la Banque centrale européenne a été très surprise de la violence de ce deuxième confinement ou semi-confinement. Et on peut imaginer, si la campagne de vaccination n'arrive pas très rapidement, que potentiellement on a même une troisième vague. Donc la Banque centrale européenne sera obligée de baisser encore ses estimations pour 2021. Alors évidemment, vous aurez un rebond mécanique, je dirais, en 2022, parce que les bases de comparaison sont plus faciles. Mais ici, on est vraiment face à l'inconnu. C'est pour ça que la Banque centrale européenne continue de racheter des actifs et potentiellement pourrait remettre une couche l'année prochaine en fonction de l'évolution de cette crise sanitaire. Ouais. Et Christine Lagarde, d'ailleurs, hier, John, qui s'est un petit peu avancée sur la datation de la fin de la crise, et elle nous dit fin 2021 marquera une immunité collective. Donc voilà, elle était sur ce terrain-là. Alors, il faut l'espérer, mais vous savez, quels que soient les responsables politiques, on a vu que d'essayer d'avoir un timing, d'essayer de voir à quelle date exactement, potentiellement, une crise sanitaire, c'est tout à fait nouveau. C'est pas la crise financière de 2008, mais une crise sanitaire, quand est-ce qu'elle va s'arrêter? Ça, c'est très difficile. Alors évidemment, lorsqu'on projette à 2022, on peut se dire que grâce à l'arrivée des vaccins, ce sera mieux que cette année, bien évidemment, et mieux que 2021. Mais c'est très compliqué. On sait très bien que de donner une date ou une période, à chaque fois, on est obligé de la réviser plus loin dans le temps ou potentiellement plus rapidement. Mais 2022, on espère qu'on sera dans une situation un peu plus normale qu'aujourd'hui. Vous le disiez, John, a priori, il n'est pas impossible qu'en 2021, la BCE doive revenir encore une fois et doive rallonger la taille de son programme de rachat d'actifs et continuer à en faire plus.
Alors, on va voir en 2021 parce que, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez être dans une situation où, et on l'a vu aussi aux États-Unis, où en fait, c'est d'une certaine manière, la BCE ne le dira jamais, mais d'une certaine manière, c'est le marché qui va un peu dicter et un peu pousser la BCE à agir, puisqu'on va voir que si l'économie ne repart pas, et je rappelle, ce n'est pas simplement la BCE qui est fautive hein, de cette économie négative qu'on a aujourd'hui, mais si on voit qu'il n'y a pas assez d'avancées, si on voit que la campagne de vaccination ne fonctionne pas bien, si on voit que la croissance est toujours atone, eh bien… Elle devra en mettre une couche. Pousser Christine Lagarde à rajouter une couche au milieu de l'année prochaine. Qu'est-ce qu'elle aurait dû annoncer pour ne pas décevoir? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Elle a pris le choix d'être totalement consensuelle, puisque lorsqu'on regardait le consensus hier, avant qu'elle ne parle, eh bien, on était quasiment pile poil dans ces chiffres. Alors, elle a en même temps, et c'est ça qui est important, c'est-à-dire qu'elle a été très consensuelle, mais de l'autre côté, elle a baissé fortement les estimations de croissance, comme vous le disiez, et aussi, elle ne s'est pas réellement attaquée à l'euro. Donc, je dirais que si elle avait… Le maillon faible, c'est l'euro, c'est ça. Mais ce n'est pas son mandat, c'est pas son mandat direct. Vous avez tout à fait raison, mais ce n'est pas son mandat, mais on voit que ça a des conséquences directes sur les entreprises. Et il faut quand même rappeler une chose, c'est que c'est la BCE qui gère le loyer de l'argent. Donc elle a un impact direct en fonction de ses décisions sur la monnaie unique. Donc elle est ici un acteur clé pour déterminer la hausse ou la baisse de l'euro face au dollar. Alors évidemment, et vous venez de le dire, ce n'est pas son mandat. Mais aujourd'hui, elle est obligée de le regarder pour pas qu'il y ait un impact négatif sur la croissance. Alors qu'est-ce qu'elle aurait dû annoncer en plus? Eh bien, elle aurait peut-être dû annoncer un tout petit peu plus, entre guillemets, hein, on parle de centaines de milliards d'euros, ce qui est absolument gigantesque, mais si elle avait annoncé le haut de la fourchette, donc 600 milliards, en rajoutant et en se disant que effectivement elle serait, et elle l'a dit, qu'elle serait toujours présente sur le marché, comme l'avait dit Mario Draghi en 2012, mais je dirais qu'en étant trop consensuel et de l'autre côté en baissant fortement ses projections pour 2021, eh bien c'est un peu la douche froide et on voit comment les marchés réagissent ce matin. Mais je vous rappelle que lorsqu'on parle de banque centrale, on parle aussi de la Réserve fédérale américaine et qu'elle se réunit mercredi prochain. Exactement. Et là aussi, on va avoir très certainement deux nouveaux rachats d'actifs qui vont être annoncés. On en reparlera ensemble. Juste un truc sur l'inflation, et on se quitte là-dessus, John. 1% d'inflation en 2022, 1,1% pour être précis, c'est ce que prévoit la BCE. Donc loin évidemment de sa cible de 2% d'inflation. Et là, ça veut dire que qu'on n'est pas prêt de voir une hausse des taux, de voir une normalisation de la politique monétaire de la BCE avant un moment, ne serait-ce qu'en regardant ses projections d'inflation. Vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire on revient sur ce mandat de la stabilité des prix, c'est proche de 2%. On voit qu'il y a une problématique notamment sur les salaires. Hein. Vous savez que c'est un gros composant de l'inflation et les salaires n'augmentent pas. Et on a vu que même en Allemagne, la réduction du taux de la TVA avait aussi fait baisser mécaniquement l'inflation. Donc on est dans une situation aujourd'hui où il n'y a pas d'inflation du tout. Et ça devrait durer. Donc, ça donne de la visibilité sur cette politique monétaire dans les prochaines années. Je dis que ça donne de la visibilité en termes de politique monétaire et de normalisation dans les prochaines années. Exactement. Donc, on voit que le loyer de l'argent va rester bas longtemps, voire très longtemps. Alors, c'est bien pour les prêts hypothécaires, par exemple, mais comme on le disait avant, les banques ne prêtent pas aussi facilement qu'elles devraient le faire. Donc, c'est 1-1 et balle au centre. Merci en tout cas. Explication point de vue signé John Plassard pour la banque Mirabaud. Merci John. Bonne journée et puis bon week-end. Ciao. À bientôt.